Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, l'éternel jeune homme que vous demeurez a décidé de rajeunir un peu plus encore, avec un retour en arrière qui vous permet d'aller de l'avant. Bonjour Julien Clerc. Bonjour. Vous avez accueilli il y a quelques mois pour Terrien et vous revenez aujourd'hui parce qu'il y a un album fabuleux qui s'appelle Les Jours Heureux, qui précède une tournée. Et cet album, vous avez décidé de reprendre des chansons du passé, des chansons qui ont marqué votre vie. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je crois que l'idée est venue à Londres un jour. Oui. Vous savez, j'essaie toujours de penser à la prochaine tournée. Donc j'essaie toujours de me demander qu'est-ce que je vais pouvoir présenter aux gens la prochaine fois, à la fois qui ne trahissent pas, qui ne me trahissent pas, et en même temps qui me fassent un petit peu leur présenter autre chose. Et je me suis dit, ça serait bien qu'au milieu du spectacle, qu'il y ait une petite partie qui soit consacrée à ces grands artistes qui m'ont donné envie de faire ce métier et qui ont été mes inspirateurs, qui sont, on pourrait dire, mon ADN français en tout cas, puisque j'ai, de par ma génération, j'ai plusieurs ADN. J'ai forcément un ADN anglo-saxon aussi. Mais l'ADN français, ce sont ces grands artistes-là que j'ai découverts d'abord enfant. Et puis après, comme ils ont fait des longues carrières, j'ai eu la chance qu'ils soient toujours là pour que je les rencontre quand je chantais moi-même. Alors, on va évoquer cet album. D'habitude, dans les clés d'une vie, la séquence sur l'album est la dernière, mais là, ça va être le fil conducteur de l'émission. Et je vais commencer par la date du 26 novembre 2021. C'est une sortie de l'album, justement, Les Jours Heureux. Pourquoi ce titre, Les Jours Heureux, Julien Clerc ? C'est un double titre. C'est un titre parce que, comme je viens de vous le dire, j'ai découvert ces gens, tous ces grands artistes quand j'étais enfant. Beaucoup étaient les chanteurs préférés de ma maman. Donc, je les ai découverts enfants, adolescents. Et donc, c'est forcément les jours heureux, ça, parce que c'est un moment de la vie où tout est ouvert, tout l'avenir est ouvert. On ne sait pas très bien encore ce qu'on fera, mais enfin bon, c'est malgré tout des jours heureux. On s'en rend compte une fois qu'ils sont passés. Et puis, j'ai fait cet album uniquement en pensant au spectacle, à la tournée. Et dans mon esprit, à l'époque, un peu naïvement, quand j'ai choisi ça, je me suis dit, tous ces problèmes de Covid seront derrière nous et ce sera des jours heureux. Bon, c'est pas tout à fait le cas, mais en même temps, quand on retourne vers le public, c'est de toute façon des jours heureux pour un chanteur. Voilà, c'est un double titre. Donc 14 chansons dans cet album, et l'une d'entre elles, c'est « Je reviens te chercher » de Gilbert Bécaud. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Ben tu vois, j'ai pas trop changé. Et je vois que de ton côté, tu as bien traversé le temps. Alors cette chanson, Julien Clerc, elle est liée à un souvenir de votre première Olympia. Oui, c'est-à-dire que quand le disque est sorti, très rapidement, au bout de quelques mois, j'ai signé un contrat dans les éditions de Bécaud qui s'appelait Le Rideau Rouge. Oui. Il cherchait des nouvelles signatures. Il voulait des jeunes artistes dans sa maison d'édition. Alors j'ai rejoint son équipe et puis je suis allé le voir pendant sa tournée d'été. On était donc en juin-juillet 68. Et puis, j'étais descendu, il faisait une tournée dans le sud de la France, et il dormait sur un bateau. Alors, au lieu d'aller à l'hôtel, et puis il faisait les casinos, les salles comme ça de la Riviera française, de tout le sud, quoi. Alors, je suis allé le voir, je ne sais pas pourquoi j'étais descendu, j'avais une Sim Camille à l'époque, j'étais descendu en voiture. Alors, il m'a fait dire, viens me chercher après le concert, et puis on ira dîner sur le bateau. Alors, il est monté dans ma voiture, qu'il a trouvé fort sale, d'ailleurs, je crois qu'il avait raison. Il m'a dit, dis donc, je sais pas comment tu fais pour voir avec un pare-brise aussi sale. Et puis alors, on est allé dîner sur le bateau, on a dîné tous les deux, comme ça. Et puis, au mois de octobre, j'ai sorti un nouveau disque qui s'appelait Ivanovic. Alors, il m'a dit, viens me voir au bureau. Alors, je suis allé le voir.
Il m'a dit, écoute, je viens d'entendre ta dernière chanson qui vient de sortir. Je n'y comprends rien, Oui. mais enfin, ça me plaît. Ça, c'était une phrase tout à fait à la Béco, je crois. Exactement. Ah, je comprends pas, mais ça me plaît. Alors, tu vas faire ma première partie à l'Olympia au mois de février prochain. Mais avant, démerde-toi. Fais ton métier, chante. Je veux pas que tu arrives comme ça. Et puis, sans avoir chanté avant. Puis tu viendras me rejoindre en janvier à Bruxelles et après on enchaînera. Voilà. Et vous n'avez pas arrêté avec lui pendant quelque temps jusqu'à ce que R arrive. Ils sont venus me trouver à cette Olympia-là, février 69 donc, je crois, pour que je fasse Hair, que j'ai fait quelques mois plus tard, au mois de mai. Mais même pendant Hair, j'ai interrompu Hair pour faire une tournée avec Béco. Voilà. Mais c'était une bête de scène, c'est-à-dire qu'il pouvait chanter 3 fois par jour et il tenait son public comme un chef d'orchestre. Oui, c'était. Il y avait un rapport public, un rapport physique au public avec Béco. C'était très physique. C'était. Il les faisait monter. Enfin, il s'amusait avec les émotions du public. Il devait en prendre beaucoup aussi lui-même. Faut jamais oublier ça chez Béco que. Il y a eu des fauteuils cassés pour lui au début de sa carrière. 439 le premier jour. Oui, c'est très important de savoir ça, parce que tous les artistes n'ont pas eu ce rapport-là au public. Il y en a eu peu, finalement. Il y a eu Johnny, qui était comme ça. Mais lui, il faut bien savoir que la jeunesse qui venait le voir à l'époque, que j'ai pas connu, évidemment, c'était des concerts voilà, où on cassait des fauteuils. Bon. Voilà. Alors, on l'appelait à l'époque le nouveau Fou Chantant, mais le Fou Chantant, vous l'avez chanté d'ailleurs, et c'est aussi l'origine de cet album. Boum. Quand notre cœur fait beau, tout avec lui dit boum. L'oiseau dit boum, c'est l'orage. Brrr, boum. L'éclair qui lui fait beau. Et le bon Dieu dit beau dans son fauteuil de nuages. Alors, Boum, c'est finalement l'origine de votre spectacle. Oui, parce que j'ai pensé à ça un jour, comme ça, dans ces taxis londoniens qui sont si agréables. On peut s'allonger là-dedans, allonger ses jambes. Et évidemment, je pensais, quand on est loin de son pays, évidemment, quand on n'habite pas dans son pays, on pense souvent à son pays, forcément. Oui. Et donc, oui, je sais pas pourquoi cette chanson-là m'est venue. Enfin, si, je sais pourquoi, parce que ça fait pas traîner. J'écoute très, très souvent, je réécoute Traîner. Je trouve que c'est l'inventeur de la chanson française moderne. Donc, alors voilà, j'ai écouté cette chanson-là et c'est de là que je me suis dit, mais ça serait bien, enfin, etc., que je fasse plusieurs de ces chansons au milieu du tour de chant. Ouais. Exactement. Alors, il se trouve que Trenet, vous l'avez rencontré dans des émissions de télévision. Il vous a dit d'ailleurs qu'il avait un clerc qui s'appelait Julien. Ah, ça, c'était au restaurant. Ouais, oh, okay, quelle histoire. Mais là-bas, je l'avais rencontré au Midem. Oui. Et avant de le rencontrer en tournée, là... Et j'avais rencontré au Midem et il m'avait dit, d'ailleurs, ça m'avait surpris. Il m'avait dit, mais vous êtes la relève, vous voyez. Moi, tout a commencé avec moi. Il m'a dit une phrase du genre comme ça. Non, il m'a dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'il y avait avant moi? Oui. Il y avait qui? Bon, il y avait Tino Rossi, il y avait Maurice Chevalier. D'ailleurs, j'ai écrit des chansons pour eux. Hein. Et puis, mais il dit, mais vous voyez, après la ligne, vous voyez, c'est moi, Béco, vous. C'était à la fois surprenant, en même temps, c'était un honneur qu'il me mette dans cette lignée-là, évidemment. Et j'ai retrouvé justement une séquence où vous chantez avec lui à la télévision. Il pleut sur les ardoises, il pleut sur la basse-cour. La folle complainte au piano. Il pleut sur mon... Naturellement. Mais voyez, Julien Clerc... C'est étonnant parce que, en plus, c'est que cette chanson, il l'a écrite dans un restaurant russe, la Maisonnette de Passy. Il l'a écrite sur le piano, mais le piano venait d'être verni, donc il y a eu des problèmes. Il a dû payer le nouveau vernis du piano, et quand la chanson a marché, le propriétaire a demandé la chanson, et là, il l'a envoyé paître. Ah, c'est drôle. Je l'ai revu récemment et réécouté, mais revu dans un concert qu'il a donné à l'âge de 80 ans. Oui. Concert, je l'ai vu quand il le donnait au Canada, mais moi j'avais vu le concert à Paris, au Palais des Congrès. C'était 2 pianos, Pierre Nicolas, le contrebassiste de Brassens, et lui-même. C'était d'une précision, d'une précision vocale extraordinaire, invraisemblable, d'une beauté sans nom. Ouais. Et puis à Barbara, que vous chantez aussi dans cet album, avec Joyeux Noël. Fêtez Noël, fêtez Noël, en smoking de velours vert, en col roulé blanc, et le cœur en bandoulière, marchant à pas lents,
à pied il longeait la Seine, tout en sifflotant, puisqu'il allait chez Madeleine, il avait bien le temps. Pourquoi cette chanson qui n'est pas forcément l'une des plus connues de Barbara, Julien? Alors, j'en ai essayé beaucoup de tous les artistes et j'ai pris celle qui m'allait le mieux, mais celle-là, je l'ai prise parce que ma fille Jeanne a chanté cette chanson-là le soir de notre mariage avec Hélène et je la connaissais pas. Et j'avais trouvé ça génial qu'elle nous chante cette chanson-là. Parce que je pensais bien connaître Barbara. Comme quoi, vous voyez, des fois, on peut se tromper. Oui, et d'ailleurs, quand elle a débuté, Barbara, au départ, elle passe une audition à l'Écluse. Elle veut faire du théâtre, elle veut tenter sa chance dans la tragédie. On lui dit, vous êtes une comique. C'est un ratage complet. Alors, ce côté. C'est drôle que vous me disiez ça, parce que après, quand je l'ai connue, c'est vrai qu'elle était extrêmement drôle. Oui. Hein, c'était une femme très, très drôle. Et en même temps, je crois qu'un jour, elle vous a chanté. Ce n'est rien. Oui. Tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Ce n'est rien. Elles s'en vont comme les bateaux. C'est étonnant, ça vous fait rire, ça, Julien Clerc? Non, mais ça me fait rire parce que d'abord, elle a fait, ça doit être Romanelli qui joue derrière, Oui, oui. Elle a fait de ça une bossa nova, c'est vraiment drôle quand même de chanter ça comme ça. Et en même temps, elle le fait avec ce style inimitable qui est le style Barbara, quoi. C'est tout. Donc en fait, les grands interprètes, je pense, et elle en faisait partie, quand ils prennent une chanson, ils la transforment en chanson d'eux-mêmes, quoi. Voilà. D'autres grands interprètes, on en parle dans quelques instants avec une autre date, le 17 avril 1958. À tout de suite sur Sud Radio avec Julien Clerc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Julien Clerc. Cet album, Les Jours Heureux, 14 chansons du passé, mais très présentes dans notre cœur et dans le vôtre. Et il y en a une qui a été enregistrée pour la première fois, interprétée pour la première fois le 17 avril 1958. C'est l'Exposition universelle de Bruxelles. Et ce jour-là, alors qu'il ne l'a pas enregistrée, Jacques Brel interprète cette chanson que vous avez vous aussi enregistrée. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure me murmure tout bas. C'est vrai que cette chanson, elle n'est pas facile à chanter, Julien Clerc. Non, il faut se mettre dans le rythme, c'est le cas de le dire. Oui. Mais c'est évidemment un petit exploit parce qu'il avait le tempo augmente au fur et à mesure de la chanson, ça se termine. Il y a un énorme débit de mots, mais je trouve ça génial d'avoir fait. De toute façon, c'est toutes des chansons géniales, mais celle-là, d'avoir trouvé les bons mots pour quand ça va à toute vitesse. C'est un trois temps, si vous voulez. Moi, j'ai un rapport assez personnel, particulier aux trois temps, aux valses, si on veut dire. J'en ai écrit beaucoup des trois temps, et j'ai pas eu de difficulté particulière à la chanter, si vous voulez. Alors en plus, cette chanson, je ne sais pas si vous le savez, Julien Clerc, elle est née sur une route du Maroc. Il était dans un taxi qui roulait très vite. Il y avait 1000 virages. Et avec ces 1000 virages, tout en étant dans le taxi, il a réussi à écrire la chanson. Ah, c'est drôle. C'est extraordinaire. On apprend des choses intéressantes. Alors c'est vrai que Brel, c'était extraordinaire, les tournées, je ne sais pas si vous le savez, il avait sa petite DS et à l'intérieur, il y avait ses projecteurs et il partait comme ça. C'était une autre époque. Ah bah oui, je veux dire, évidemment, il n'avait pas le matériel dont nous disposons aujourd'hui, c'était pas non plus les mêmes salles. Moi, je me souviens dans les tournées avec Beko et Adamo, la première d'entre elles, c'était avec Salvatore, où on passait pas encore dans les zéniths ou des salles comme ça, on passait dans des théâtres, souvent des vieux théâtres. Moi, j'ai un souvenir des odeurs de cette époque, les odeurs des vieux théâtres. Et c'était encore du musical à l'ancienne qu'ils faisaient. Mais ils passaient leur temps sur la route. Et je pense que nous, quand je dis nous, notre génération, on a repris le flambeau derrière et on a trouvé tout naturel, nous aussi, de faire tourner sur tourner. Parce que c'est ça qu'ils faisaient, qu'ils ont fait toute leur vie.
Oui, Brel faisait 300 galas par an. À chaque fois, il chantait 45 minutes et il transpirait tellement qu'il fallait changer de chemise 2 fois pendant le concert. Oui, alors ça, je ne l'ai jamais vu, malheureusement. Je ne l'ai jamais vu en scène parce qu'il avait déjà arrêté, en gros, quand j'ai commencé à chanter, puisqu'il faisait du cinéma. Je l'ai quand même, malgré tout, vu dans L'Homme de la Mancha. Je l'ai quand même vu chanter La Quête. Voilà. Et d'ailleurs, il a eu les droits de L'Homme de la Mancha parce que les producteurs ont dit à condition que vous chantiez dans le spectacle, ce qu'ils ne voulaient pas faire au début. Ah oui, mais enfin, ils ont eu raison, les producteurs. Et puis quelqu'un d'autre qui est présent dans cet album, c'est Léo Ferré avec 20 ans. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a des réserves de printemps qu'on jetterait comme des miettes de pain à des oiseaux sur le chemin. Quand on aime, c'est jusqu'à la mort. On meurt souvent et puis on sort. On va griller une cigarette. L'amour, ça se prend et puis ça jette. Pour tout bagage, on a sa gueule qui cause des fois quand on est seul. C'est ce qu'on appelle la voix du dedans. Ça fait parfois un de ces boucans. Pas moyen de tourner le bouton de cette radio, on est marron. On passe à l'examen de minuit. Et quand on pleure, on dit qu'on rit. Il y a dans cette chanson, dans votre interprétation, Julien Clerc, la rage de Léo Ferré. Oui, je pense que Léo Ferré, il était différent des autres. Moi, il m'a beaucoup marqué, mais c'était pas du musical. Je crois que la majorité de tous ces artistes, on sortait du spectacle sur un petit nuage de bonheur. Je ne crois pas qu'on sortait comme ça du concert de Léo Ferré. On sortait remué au plus profond de soi-même, mais c'est une autre façon c'est une autre façon de divertir les gens. Mais c'était lui, il était différent, je trouve. C'était un poète. C'était quand même beaucoup sur le chagrin, le malheur. Mais c'était un spectacle exceptionnel. Et de tous ceux que j'ai vus, c'est peut-être le sien qui aujourd'hui me marque encore au plus profond, qui me remue encore. C'est-à-dire cet Olympia de 72, qui, à mon sens, a été son chef-d'œuvre. Oui, et c'est vrai qu'il était sur scène comme une bête de scène, justement. Ouais. Et quand il a commencé, d'ailleurs, quand la chanson 20 ans est née, il débutait à peine. C'est-à-dire qu'il avait les cheveux longs, il avait des lunettes, il a changé de look pour que le public l'accepte. Il a mis un costume de cuir. Avant, ça marchait pas du tout. Je crois que c'était un poète, c'était pas un artiste de musical traditionnel. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, oui, il a fallu qu'il soit accepté, vraisemblablement, je connais pas bien sa vie, mais il a fallu qu'il soit accepté, oui, par le public. Et il a fait pas beaucoup de concessions. Il a dû peut-être, je ne le connaissais pas très bien, peut-être que pour lui-même il en a fait, mais enfin, en gros, il a quand même réussi à faire cette très grande carrière en chantant des choses pas toujours facile. Oui. Voilà. Et lui-même n'était pas toujours facile, d'ailleurs, dans les interviews, je peux vous le confirmer. et alors, il se trouve qu'il a commencé au Lapin Agile, un vieux cabaret de Montmartre, et là, il a fait la connaissance d'un poète qui s'appelait Jean-Roger Caussimon. Formidable, Jean-Roger Caussimon. Les deux chants. Là, j'ai quelques fois chanté du Ferré en scène, mais des fois, j'en chantais une reprise dans tout le concert. Eh bien, 2 sur 3, c'est des textes de Caussimon, dont l'autre là que je chante sur le disque et que je chante en ce moment en tournée, c'est Ostende. Mais j'avais repris dans le temps Mon camarade, c'était aussi Jean-Roger Caussimon. Et Ostende, comme à Ostende, on l'écoute justement par Julien Clerc. Ni gris, ni vert, ni gris, ni vert, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie, et qu'on se demande si c'est utile, et puis surtout, si ça vaut le coup, si ça vaut le coup de vivre sa vie. Je suis parti vers ma destinée, mais voilà qu'une odeur de bière, de frites et de moules marinières m'attire dans un estaminet. Là, il y avait des types qui buvaient, des rigolos, des tout rougeaux, qui s'esclaffaient, qui parlaient haut, et la bière, on vous la servait bien avant qu'on en redemande. C'est quand même pas le répertoire habituel de Julien Clerc.
Non, La vie, hein. mais je pense que l'univers de Ferré plaisait par exemple à Rodagil, j'en Oui. suis persuadé. Et que, en fait, ce disque, ça raconte une histoire. C'est pour ça que je voulais mettre ça au milieu du concert, entre mes propres chansons. Ça raconte aux gens d'où je viens, en fait. Moi, j'aime autant ceux au stand de Ferré que le formidable d'Aznavour. Vous voyez, en fait, c'est l'histoire, c'est mon histoire musicale, enfin une partie d'entre elles que je raconte en chantant ces chansons-là. Et quelle chance nous avons eu, notre génération, d'avoir ces gens-là avant nous. Quelle chance. Je pense que c'était l'âge d'or de la chanson française. Oui, et Ferré, il a débuté de façon curieuse. Au départ, il voulait être chef d'orchestre. Ah bah oui, mais ça l'a poursuivi toute sa vie. Oui, mais il a débuté à Monaco, et un jour à Monaco, il va à l'Opéra de Monaco, et il y avait un chef d'orchestre qui répétait, il devait avoir 7 ou 8 ans, et ce chef d'orchestre, c'était Maurice Ravel. Comme c'est drôle, c'est drôle. formidable. Et il a vu Ravel en train de diriger un orchestre, il me l'a un jour raconté. Et après, j'ai vu un spectacle qui était quand même, il faut le dire, un peu surréaliste, où il chantait en dirigeant. Oui. Au Palais des Congrès, sur une grande rampe comme ça, qu'il arpentait de haut en bas, avec l'orchestre à gauche et à droite de la rampe. Et il chantait tout en dirigeant. C'était un spectacle incroyable. Et la nouvelle génération connaît Ferré, à votre avis? Je sais pas. que- Je peux pas vous dire. Je fais mon rôle de passeur, en tout cas, en faisant ce disque-là. Si ça peut toucher un ou deux jeunes, par exemple, auteurs, compositeurs, certaines de ces chansons qui ne connaissaient pas, tant mieux. Parce que quand on écrit en langue française, je pense que c'est utile de connaître tous ces gens, en particulier Ferré. Et il y en a d'autres dans cet album, on en parle avec une autre date, le 14 décembre 1963. À tout de suite sur Sud Radio avec Julien Clerc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Julien Clerc. Cet album qui précède une tournée Les Jours Heureux, on en parle avec les chansons de cet album. Et j'ai choisi la date du 14 décembre 63, c'est l'inauguration de la Maison de la Radio. Et pourquoi? Parce qu'il y a une histoire. Ce jour-là, le général de Gaulle inaugure la Maison de Radio France, et puis Louis Amade, auteur de Beko, est là, parce qu'il est le représentant du préfet, et à la sortie, dans la voiture, il repart, et il y avait des bouquets de fleurs sur la route, et un bouquet de fleurs est renversé par une voiture. Un agent de la circulation s'empare d'une fleur, une rose, et il commence à faire la circulation avec, et c'est comme ça qu'est née cette chanson que vous interprétez. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, tu passes devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important... Pourquoi cette chanson, Julien Clerc, dans cet album? Je sais pas, vous savez, j'en ai essayé plusieurs. Franchement, j'ai gardé celle qui sortait le mieux. Voilà. Mais c'est devenu un classique de Beko. C'est-à-dire que Beko Voilà. disait un mot, le public reprenait. Incroyable, c'était là, je l'ai tellement vu faire cette chanson puisque je le regardais tous les soirs. Toutes les fois où j'ai chanté avec lui, je regardais le spectacle. Bon, donc j'apprenais, hein, évidemment, c'était une période où j'apprenais. Mais évidemment, ça, je m'en souviens comme c'était hier. Chante, il disait. Oui, mais il tutoyait le public. Oui, chante. Et puis il faisait un geste, le public s'arrêtait, il faisait un geste, le public reprenait. Oui. Non, mais il y avait un rapport. D'ailleurs, c'est pour ça que c'était pas évident de passer avant Beko. Parce que le public de Gilbert, c'était, si je veux comparer par exemple avec le public de Salvatore Adamo, qui était un public très très bon enfant, populaire, gentil profondément. Le public de Gilbert est un public plus difficile, qui venait vraiment pour son artiste. Et quand vous passiez en première partie, c'était plus compliqué. Et il y avait une autre chanson que le public connaissait par cœur, c'est Quand il est mort le poète, Ouais. lié à Jean Cocteau. Et Ouais. Louis Amade a présenté Beko à Cocteau avant même qu'il fasse son premier Olympia. Il voulait un dessin sur le programme. Et à l'époque, Cocteau, qui avait jamais vu Beko sur scène, fait un petit ange. Ouais. Et puis il va à l'Olympia voir Beko et les fauteuils cassés. Il a complètement changé son dessin. C'est drôle. Et c'est vrai qu'il y avait un rapport de poète entre Beko et Cocteau.
Oui. Mais c'est Louis Amade qui était le lien. Et Louis Amade, il était lui aussi complètement atypique. C'était quoi? C'était un homme politique. C'était un sous-préfet. Un sous-préfêt poète. Voilà. Comme un personnage tout à fait de Charles Trenet, pour le coup, le sous-préfet poète. Et là, il nous avait dit, nous, quand on était arrivés, comme moi j'arrivais un petit peu, j'étais un peu comme Gilbert. C'est-à-dire que j'étais un compositeur. Je n'écrivais pas mes textes, compositeur-interprète, et j'arrivais avec mes auteurs. J'avais Étienne Rodagil et Momo Vallet. Et alors, Louis Amade, il était du Sud-Ouest, il était catalan. Exactement. Alors, comme Étienne Rodagil, il était catalan quand même. Et alors, il m'avait dit avec son accent en roulant ses R, vous êtes la relève. Et il était directeur de cabinet du préfet de Versailles. Et le principal travail, après, quand il est venu à Paris, c'était de faire sauter les contraventions des gens célèbres. J'ai connu quelqu'un qui lui a envoyé par paquet avec le mot pitié, et ça sautait. C'était une autre époque. Et puis, alors, Édith Piaf, vous le chantez aussi. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Édith Piaf par Julien Clerc, c'est inattendu. Alors, c'était par le prisme, pour vous dire la vérité, de Yves Montand. C'est-à-dire que en fait, j'ai pensé à Montand quand j'ai pensé à mon manège à moi. Par contre, quand j'ai entendu les versions, j'ai demandé à Benjamin Constant, qui a réalisé l'album et qui m'accompagne sur scène au clavier, je lui ai dit de coller à la version originale de Piaf, cependant, plutôt qu'à la version de Montand. Voilà. Alors, il se trouve que cette chanson, c'est une erreur. C'est-à-dire qu'au départ, c'est Jean Constantin qui fait la musique. Il se trompe de musique. Il devait faire une musique pour un film de Jacques Tati. Et au lieu d'envoyer la musique de Jacques Tati, il l'envoie à Piaf. Et c'est comme ça qu'est né Mon manège à moi par erreur. C'est drôle parce que, cela dit, comme elle avait un goût très très sûr pour les chansons qui pouvaient toucher le cœur du public, elle a dû sauter dessus en entendant. Ouais. Et d'ailleurs, au départ, Beko et Aznavour, qui habitaient chez Piaf à leur début, quand ils écrivaient des chansons, ils les cachaient dans la bibliothèque de peur que Piaf les prenne pour elle. Oui. Et c'est vrai qu'on parle de Piaf, mais Piaf a été très dur avec beaucoup de gens, notamment avec Beko, qu'elle appelait le jeune chien et qu'elle traitait comme un chien. Justement. Alors, j'ai pu parler avec les deux de cette période. Et Gilbert en particulier, c'était pas du tout, ils en parlaient pas du tout de la même façon. Gilbert, on sentait qu'il lui en voulait encore un peu quand même, malgré tout. Je crois qu'on a là les deux personnages, la réaction qui sont eues par rapport à Piaf, on a vraiment les deux personnages. En fait. D'un côté, l'un qui accepte ce qui se passe, en apparence courbe l'échine, on va dire, et de l'autre, un rebelle quand même, qui toute sa vie quand même considérera qu'il n'a pas été si bien traité que ça, enfin que c'était pas une si belle période que ça de sa vie. Bon, en fait, il habitait chez Piaf, il venait chez Piaf parce que Jacques Pils, qui l'accompagnait au piano, était le mari de Piaf, et un jour Piaf l'écoute au piano, Beko, elle lui dit, avec la voix que tu as, tu chanteras jamais. Et après, parce qu'elle était faux cul, elle a dit non, c'était juste pour le former, c'était juste mais pour qu'il apprenne. Mais moi, on m'a dit que, enfin, elle les emmenait en tournée, elle leur faisait faire porter des valises, machiner la lumière, enfin, etc., voir si le micro était bien mis et tout. Et puis, de temps en temps, tiens, t'as été gentil aujourd'hui, tu pourras chanter une chanson en première partie. Ouais, c'est ça. Et le soir, quand Pils n'était pas là, elle l'obligeait à être au pied du lit pour lui lire Autant d'emporte le vent. Ah bon, à qui elle obligeait Beko. Ah oui, d'accord. Alors, je comprends maintenant, je savais pas tout ça. Et je comprends quand lui m'en parlait que c'était pas aussi une si belle époque que ça dans sa vie. Et ben Aznavour aussi, qu'elle appelait le génicon à ses débuts, et bien vous le chantez aussi. You are the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare, my désirable.
Alors, malheureux. Aznavour, cette chanson, il voulait chanter avec lui à la télévision. Oui, j'aime beaucoup les chansons d'Aznavour et le compositeur, je vous dirais. Il n'a pas fait que des textes, il a fait des musiques aussi, y compris certaines fois, comme cette chanson-là, où il n'est que le compositeur, hein, il n'a pas écrit le texte. J'aime beaucoup. Et de toute façon, j'ai une adoration pour Charles. Et voilà, c'était très important pour moi de le reprendre. Je l'ai vu très tard dans sa vie, sur scène. La dernière fois que je l'ai vu, c'était au Royal Albert Hall de Londres, il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, je ne sais plus, mais le temps passe tellement vite. Et c'était un spectacle merveilleux. Ma femme Hélène, qui était à côté de moi, a pleuré tout le spectacle, à la fois par émotion de ce qu'elle entendait, et aussi on le voyait de très très près. Il tremblait un petit peu. Je crois que c'était... Je pense pas qu'il avait de problème ce soir-là, mais il m'a dit « J'ai oublié de prendre mes trucs pour pas trembler avant de rentrer sur scène. » Il était en pleine forme en même temps. Et donc, c'était un spectacle vraiment fou. Et jusqu'au bout, il a... Je le revois encore dans Il faut savoir, quand il faut aller sortir cette note très très haut, là, parce qu'il avait des grandes différences entre le début des chansons, les couplets qui étaient assez bas, puis après, il montait très 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 haut. Il balançait encore ça à l'âge qu'il avait. Non, c'était merveilleux. Voilà. Et Montant, justement, on en parlait tout à l'heure, vous le chantez aussi à bicyclette. On était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser des ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Classique de Montant, et Montant pour vous, c'est aussi une référence. Oui, alors c'était une idole de ma mère, absolument. Et puis en plus, finalement, ce qui s'est avéré être bien, c'est que quand je l'ai entendu, et surtout quand je suis entré dans ce métier, il chantait plus, il faisait du cinéma. Oui. Et puis d'ailleurs, il avait fait des films absolument remarquables. Donc il était précédé, quand il est revenu sur scène en 81 là, à l'Olympia, il y avait toute une légende entre la solitude du chanteur de fond de Chris Marker. On savait qu'il y a un livre remarquable de mon ami Patrick Rothman qui s'appelle « Tu vois, je n'ai rien oublié », qui est des années 70. Il était précédé d'une légende de perfection, d'artiste complet qui chante, qui fait des sketchs sur scène, etc. Donc, le voir, c'était... Je m'étais précipité à ce spectacle et quand il a mis le pied sur scène, tout était là. Enfin, le miracle s'est produit. Non, c'était un grand artiste, le voir chanter. Tout ça, c'était merveilleux. Oui, il venait répéter à 9h du matin, il faisait 2 heures d'exercice tous les jours, et chaque spectacle était réglé au millimètre et à la seconde près. Oui, il faut que vous écoutiez le spectacle qu'il faisait. C'était un de ses théâtres, c'est l'Étoile, je crois, le théâtre de l'Étoile. Et un spectacle des années 50 qu'on peut réentendre là, qui est absolument formidable. Comme vous dites, c'est réglé. Et alors là, les survivances de l'ancien musical aussi, où il y a du bon à prendre. Il faut prendre partout. Et là, il y avait des trucs c'est drôle d'ailleurs. Il termine une chanson, les applaudissements, l'orchestre joue un tout petit peu encore de cette chanson-là, musicalement, pendant les applaudissements. De mesure. 7 mesures. Puis ça s'arrête et il présente la suivante. Il parlait beaucoup sur scène à l'époque aussi. Non, c'est refaire ces artistes-là, c'est rester connecté à l'ancien musical avec tout ce qu'il avait de merveilleux. Voilà. Et justement, on va encore en parler avec une autre date, le 24 mars 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Julien Clerc. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Julien Clerc, 24 mars 2022, un concert à Agen, l'un des nombreux concerts car la tournée est repartie enfin. Oui, la tournée est repartie. Oui. Il faut faire son métier, je pense qu'il va... Je ne sais pas ce qui nous attend, mais je crois que les artistes doivent pouvoir faire leur métier. Il faut chanter en toutes circonstances, me semble-t-il. Et vous faites partie de ceux qui chantaient, quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas vivre en scène. Non, mais je vous dis, j'ai été dressé grâce à ces grands artistes-là qui passaient leur vie en tournée. Quand on rentrait dans ce métier-là, on avait ça sous les yeux comme exemple.
Eh ben, on se disait, on va faire comme eux, voilà, on va chanter tout le temps. Et d'ailleurs, il y a une chanson qui nous interroge justement sur ce retour qu'on attendait. C'est « Dis, quand reviendras-tu » Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Dis, quand reviendras-tu encore, Barbara, qui passait ses journées au théâtre, je crois. Elle arrivait tôt, hein. Mais il paraît qu'elle arrivait très tôt dans la salle. Moi, j'aime bien arriver vers 16-17 heures. Oui. Moi aussi, j'aime bien me mettre dans ma loge. C'est vraiment... en tournée, on fait la route, on dort dans les hôtels, puis on a un rendez-vous le soir avec les gens. C'est ça, la vie de tournée. Il y a des artistes qui n'aiment pas tellement ça, en fait. Mais moi, j'adore ça, partout. J'aime faire la route, arriver à l'endroit où je vais chanter tôt, tournicoter dans ma loge, chanter, voilà. Dis, quand reviendras-tu, en fait, c'est une histoire d'amour avortée avec un diplomate. C'est ça l'origine de la chanson. Mm-hmm. Et puis, à l'époque, elle a fait cette chanson à ses débuts. Elle disait même pas qu'elle était l'auteur. Et pour sa première télévision, elle n'avait pas enregistré de disque. Denise Glaser la voulait dans Discorama, son émission. Donc, on a fait un faux disque à l'antenne pour faire croire qu'elle avait enregistré et qu'elle passe dans l'émission. C'est drôle. Et puis, il y a aussi Charles Aznavour, vous le rechantez aussi avec une autre chanson, Que c'est triste Venise. Que c'est triste Venise, lorsque les barcaroles ne viennent souligner que des silences creux, et que le cœur se serre en voyant les gondoles abriter le bonheur des couples amoureux. Que c'est triste Venise, alors cette chanson, je sais que Françoise Dorin l'a un jour apportée à l'édition de Charles Aznavour, elle l'a laissée, et 3 jours plus tard, elle a reçu un coup de fil, Aznavour prend votre chanson. Ah oui. Oui, il a dû faire la musique rapidement, sûrement, comme ça lui plaisait, sans doute. Pourquoi cette chanson, Julien Clerc? Ah, j'adore ça. Celle-là, toutes d'ailleurs, quand le moment dans le tour de chant arrive de rendre hommage à ces grands artistes, il y a, je ne sais pas, 6-7 chansons, c'est pas tant que ça, mais j'ai hâte d'y arriver, quoi, parce que je suis tellement fier et heureux de chanter ça. Et d'ailleurs, vous aviez chanté, on l'appelle Venise. Oui, on va aussi chanter alors deux inspirations d'auteurs différentes, on va dire. Et Françoise Dorin, d'ailleurs, à l'époque, elle débutait, elle ne faisait pas encore de théâtre. Et un jour, un directeur de théâtre appelle chez elle pour demander une pièce à Jean Poiret, son mari. Elle dit il n'a rien pour l'instant, mais j'ai une jeune auteure qui a peut-être quelque chose. Et sous un pseudonyme, elle envoie sa première pièce comme au théâtre, sous le pseudonyme de Frédéric Renaud. Et c'est comme ça qu'elle a débuté. Parce qu'elle ne voulait pas être la femme de Jean Poiret. Et puis Barbara est encore présent, puisqu'on parle de voyage, après Venise, Vienne. Si je t'écris ce soir de Vienne, j'aimerais bien que tu comprennes que j'ai choisi l'absence comme dernière chance. Notre ciel devenait si lourd. Si je t'écris ce soir de Vienne, oh que c'est beau l'automne à Vienne. C'est que sans réfléchir, j'ai préféré partir. Et je suis à Vienne sans toi. Je marche, je rêve dans Vienne, sur 3 temps de valses lointaines. Il semble que les ombres tournent et se confondent, qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne. Ta lettre a dû croiser la mienne. Non, je ne veux pas que tu viennes. Je suis seul et puis j'aime être libre, oh que j'aime cet exil à Vienne sans toi. Alors pourquoi cette chanson? Il y a 73. C'est parce que je sais pas, parce que quand je l'ai chanté, je l'ai fait facilement, c'est sorti comme ça. Vous savez, Barbara, je l'ai tellement écouté quand j'étais encore élève. Enfin, lycéen, étudiant. J'ai écouté en faisant mes devoirs. Et c'est ce disque-là, j'ai tellement écouté que quand j'ai ouvert la bouche pour la chanter, c'est sorti comme ça, facilement. Voilà. Mais en même temps, Barbara, je ne sais pas si vous savez, elle vivait dans une maison toute noire la nuit. Je ne sais pas si vous êtes allé chez elle à Pressy-sur-Marne. Elle était derrière son piano, elle créait sans arrêt. Elle avait annoncé ses adieux et puis le public l'avait rappelé.
Non, mais il y a dans la respiration, je dis toujours ça, c'est dans la respiration. Quand on reprend des chansons comme ça, il faut retrouver la respiration des artistes. Hein. Et Barbara, elle m'a sans doute marqué plus que je ne le pensais. Et aujourd'hui, quand je me mets au piano et que pour travailler, pour créer de nouvelles chansons, de nouvelles mélodies, de temps en temps, il m'arrive de retomber dans les pas de Barbara sans le vouloir, tellement je l'ai écoutée. Et puis il y a une chanson qui ne figure pas dans cet album, mais qui aurait pu y figurer, c'est « Je tire ma révérence » que vous avez chanté à la télévision avec « Il était une fois ». Je tire ma révérence et m'en vais au hasard par les routes de France et de Navarre. Mais dites-lui quand même simplement que je l'aime. Dites-lui, voulez-vous bonjour pour moi et voilà tout. Cette chanson, c'est une chanson de Mireille et Jean Noël. Elle aurait pu figurer dans cet album. Elle aurait pu, parce que Mireille, elle a été très, 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 très importante, même pour certains de ces gens-là. Oui. Et en fait, c'est une chanson pour Jean Sablon, qui débutait à l'époque avec le micro. Il a été le premier à mettre un micro en scène. Personne ne voulait le faire. C'est mon grand-père qui me disait, avec un peu de mépris, Jean Sablon, c'est pour lui qu'on a inventé le micro. Mais j'étais petit quand il me disait ça. En fait, il avait raison. Donc. Oui, et en fait, il avait eu le micro aux États-Unis, puisqu'il était crooner aux États-Unis. Il l'a ramené en France, et ça a fait un véritable scandale. On l'appelait, les chansonniers l'appelaient le petit caleçon long. Le petit caleçon court, pardon. C'est étonnant. Ouais. Et ça aussi, Mireille, c'est une référence pour vous? Oh, bah oui, les chansons qu'elle a écrites avec Jean Noël, c'était charmante. Et puis, bien, Trenet est également présent avec une autre chanson, J'ai ta main. J'ai ta main dans ma main, je joue avec tes doigts. J'ai mes yeux dans tes yeux, et partout l'on le voit. Que la nuit, belle nuit, que le ciel merveilleux qui fleurit tour à tour, tendre et mystérieux. Pourquoi cette chanson? Peut-être parce que aussi celle-là, je la connais, j'ai l'impression de la connaître depuis toujours. Et s'il y a une chanson qui prouve, enfin, que Trenet a inventé la chanson moderne en important le swing des États-Unis, c'est peut-être bien celle-là. D'ailleurs, il disait toujours que c'était sa première chanson d'amour. D'ailleurs, il n'écrivait pas ses chansons, il les pensait, ouais. il se promenait, et après il les dictait à une jeune secrétaire qui était Henriette Ragon Patachou, qui travaillait chez son éditeur. Ça, c'est incroyable. Alors, mais oui, j'ai vu des interviews de lui. Il avait l'air de faire ça avec une très grande facilité, ce qui est incroyable, parce que certaines chansons, c'est de la poésie pure, avec des mots très simples. Et un soir, il est en scène au Châtelet, et à la fin du spectacle, il dit écoutez, le spectacle, je le connaissais par cœur. J'ai écrit une chanson pendant le spectacle qui s'appelait L'ami des lendemains. Ça, vous en seriez incapable, vous, Julien Clerc? Incapable. Les musiques, elles viennent comme ça quand vous êtes dans votre univers? Oui, quand je suis en univers. Et puis moi, il faut que je répète beaucoup. Je ne suis pas un très bon improvisateur. J'ai toujours pensé que les meilleures improvisations, c'était des improvisations travaillées. Non, je pourrais pas. Il faut que c'est Bruel qui se moque de moi toujours et qui dit c'est le seul artiste qui rentre en studio en ayant tout, absolument tout est écrit à la moindre virgule et les musiques absolument léchées, prêtes à être enregistrées. Et les tournées, c'est pareil, tout est préparé à l'avance, répété? Ouais, j'aime bien répéter vraiment à fond, parce que quand on a un cadre très rigide, après, on peut s'amuser à l'intérieur de ce cadre. C'est ce que m'avait appris Herr. Et vous vous amusez beaucoup et le public est heureux de vous voir repartir en tournée. Alors, il y a plein de dates qu'on trouvera sur votre site officiel. Il y en a tout au long de l'année, puisque tout a été reporté. Bah oui, comme beaucoup de mes camarades. Voilà, mais en même temps, vous êtes là et en pleine forme. Et cet album, Les Jours Heureux, il va nous faire passer des soirées heureuses aussi. Merci. Et je vous en remercie. Et merci de défendre la chanson comme vous le faites. Merci beaucoup. Merci. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.